Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Alors, je suis avec Arnaud Sayeg. Bonjour Arnaud. Bonjour Cathy. Merci d'être venu de Tel Aviv jusqu'à nous. Voilà. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de venir à Jérusalem. Voilà. Et ben, en tout cas, nous, c'est toujours un plaisir d'accueillir les Tel Aviviens qui sont nombreux, il faut bien le dire. Alors, vous êtes spécialiste des crédits immobiliers en Israël. Vous êtes un ancien banquier. Vous avez dirigé le département étranger pour les crédits immobiliers. Donc, vous connaissez bien la musique, comme on dit. Vous êtes depuis 25 ans en Israël. Et aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet important parce que les différences entre les deux systèmes bancaires sont très importantes et parfois on est un peu paumé lorsqu'on vient de France pour contracter un crédit immobilier, lorsqu'on est encore touriste et qu'on va acheter un bien en Israël, on se dit mais c'est pas possible, mais c'est pas comme ça en France, mais je connais pas, etc. Donc vous êtes là pour nous éclairer de vos lumières et de parler des différentes nuances entre les deux systèmes. Voilà. Alors, pour commencer, vous avez deux systèmes, effectivement. Le système européen qui est assez, je dirais, bien défini, rigide. Crédit à taux fixe, crédit à taux variable, très simple. Et vous avez la possibilité de négocier également les conditions de pénalité de remboursement anticipé avec votre banquier. En revanche, en Israël, le système est diamétralement opposé au système européen et pour plusieurs raisons. La première raison, ce que j'ai toujours tendance également à expliquer à mes clients, c'est qu'il n'existe pas en Israël de clause suspensive. Qu'est-ce que la clause suspensive ? C'est très simple. Lorsque vous engagez à l'achat d'un bien sur un contrat d'acquisition, figure sur le contrat en France, comme quoi ce contrat est conditionné à l'acceptation d'un crédit par une banque. En Israël, le contrat d'acquisition n'est pas conditionné, sous aucune raison. C'est très important parce que si on achète un bien, on signe le contrat de vente et qu'on est sûr d'avoir le crédit, mais qu'on n'a pas encore le papier officiel de la banque et qu'on a signé, c'est foutu, quoi. On Absolument. est obligé de payer le montant inscrit des sur le pénalités. contrat. Vous êtes engagé sur un montant qui oscille entre 10 et 15% de pénalité si vous vous rétractez à l'achat. Donc c'est dommage. Afin de, moins pour vous épargner un petit peu cette dépense inutile, je vous recommande également de déposer un dossier de crédit en amont de la signature, Bien c'est-à-dire sûr. auprès d'un organisme bancaire. Donc ça, c'est une des différences majeures. Il y en a d'autres, j'imagine. Oui, il y en a d'autres. La seconde différence, c'est qu'en Israël, en France, comme j'expliquais, vous avez deux formules différentes, taux fixe, taux variable. En Israël, vous avez 8 formules différentes. Vous avez des formules qui sont indexées, tout dépend des banques, puisque chaque banque a un petit peu sa propre formule. Donc vous avez des banques qui ont bien entendu des formules qui sont indexées aux obligations d'État à court terme, aux obligations d'État à long terme, à l'inflation, qui ne sont pas indexées comme en France, taux fixe linéaire, qui sont indexées au taux directeur, qui sont indexés aux devises étrangères, qui sont en in fine. Ce qu'on appelle in fine, c'est le remboursement qui est basé uniquement sur le taux d'intérêt et non sur le capital. En gros, ce sont toutes les formules qui sont proposées par les banques. Mais on est paumé quand on arrive, qu'on n'est pas fiscaliste, qu'on n'est pas... on ne sait pas comment ça fonctionne et que le banquier nous dit, bon alors voilà, je vous prête tant à tel taux, je sais pas moi, indexé sur le prime, comme on dit, ou autre. On dit oui sans vraiment savoir, quoi. Oui, Il faut se renseigner vraiment à l'avance parce que ça peut tout changer. Il faut se renseigner, c'est-à-dire que c'est vraiment un cours pour savoir un petit peu quelles sont les nuances entre toutes les formules et quelle est la formule qui va vraiment s'adapter en fonction de vos besoins. Donc pour cela, j'ai envie de dire quelque part, je vais me mettre en avant, mais vous avez des coursiers dont la profession est vraiment... Enfin, ils sont là pour ça. De décider pour vous, quoi. De décider pour vous accompagner également et de faire en sorte également que les choses se réalisent et se déroulent dans les règles de l'art. D'autant plus également, j'ai envie de rajouter que pour chaque formule, vous avez un taux d'intérêt différent. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance un petit peu à comparer. C'est comme si, voilà, en général, les clients résidents étrangers qui viennent me voir me disent quel est votre taux d'intérêt. Voilà, parce qu'en France, c'est très simple. On a le taux fixe, un taux d'intérêt fixe et un taux d'intérêt variable. En Israël, il y a 8 formules différentes. Donc, effectivement, quand on me pose cette question, je ne sais pas quoi répondre, puisque tout dépend de la formule. Je n'ai pas un taux d'intérêt qui est valable pour toutes les formules. Chaque formule a son taux d'intérêt. Donc, j'ai pour tendance à expliquer, c'est comme si vous rentriez aujourd'hui dans une pompe à essence et vous posiez la question au pompiste, quel est le prix du carburant ? Ouais. Elle va vous dire, ça dépend, le 95, le 98, le super, le... Donc, effectivement, le système bancaire est identique, tout dépend de la formule. C'est un juif, 4 avis, quoi, c'est ça, en fait. Oui, mais on est en plein dedans. En plein dedans, d'autant plus également qu'il ne faut pas sélectionner, il ne faut pas acheter un taux d'intérêt.
erreur qui revient de manière régulière, n'achetez pas un taux d'intérêt, mais achetez une formule qui, elle, va s'adapter à votre profil et là, répondra absolument à votre attente. C'est très important. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, parce que pour les profanes que nous sommes, c'est pas toujours évident, on comprend pas toujours toutes les nuances, justement, ça veut dire quoi acheter un taux d'intérêt adapté au profil qui nous ressemble? Je vais vous expliquer. Vous avez par exemple, pour n'en citer qu'un, le taux qui est indexé à l'inflation. Le taux qui est indexé à l'inflation. En hébreu, si vous avez le terme en hébreu, c'est bien aussi. Tsamoud Madad, ce qu'on appelle en hébreu plus communément le Tsamoud Madad. Le Tsamoud Madad, pour moi, est une formule catastrophique. Et je vais l'expliquer pourquoi. En général, le taux d'intérêt sur le Tsamoud Madad, sur l'index à l'inflation, est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un taux, ce qu'on appelle en termes économiques, un taux nominal. C'est un taux pour lequel on n'a toujours pas indexé une inconnue. L'inconnue, en l'occurrence, est l'inflation. Maintenant, lorsqu'on va vous proposer, par exemple, un taux à 3%, vous allez dire, par rapport au taux fixe qui est à 4%, on va dire, c'est beaucoup plus intéressant. Erreur, c'est pas plus intéressant, je vais expliquer pourquoi. Partons du principe que l'inflation est à 2%. On vous a proposé un taux à 3%, donc le taux nominal ajouté à l'inflation devient un taux réel. Le taux réel est de 5%. Oui, parce que les deux taux doivent s'ajouter, ok. Donc forcément, ce que vous allez payer de votre poche, c'est pas les 3%, c'est les 5%. Mais on vous vend un taux à 3%. Autre chose. J'aime bien. C'est du commercial. Non, mais j'aime bien le décodage, le décryptage. Oui, et d'autant plus également, pourquoi c'est encore plus catastrophique, puisque votre capital va être indexé à l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les années à venir, vous allez devoir rembourser plus de capital que vous avez contracté à la banque. Pourquoi? Parce que votre capital ne va faire qu'augmenter au fil des années. Et lorsque j'ai des clients qui sont furieux et se tournent vers moi en me disant « je me suis fait avoir par la banque », j'ai compris qu'ils ont contracté un crédit qui est indexé à l'inflation. C'est-à-dire qu'il est fort probable que vous ayez pris un emprunt de 1 million de shekels. Donc ça vaut de la madade à 100%. Quoi. À 100%, voilà. Et qu'un an ou 2 ans après, vous revenez me voir et me dites, vous allez voir votre banquier, vous dites quel est mon solde, et le banquier vous dit voilà, il n'y a pas de problème, votre solde est à 1 100 000 shekels. Vous allez dire, c'est pas possible, j'ai déjà remboursé des mensualités. Comment je peux rembourser plus que le capital que j'ai contracté? Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez choisi une formule catastrophique. Une formule qui n'était pas du tout adaptée à vos besoins. Mais ça, personne ne va vous l'expliquer, évidemment. Alors, justement, est-ce qu'on peut changer en cours de parcours? Oui, c'est l'avantage également, un autre avantage par rapport à la France, c'est que vous avez la possibilité en cours de parcours de, bien entendu, de switcher, de passer d'une formule à une autre au sein du même organisme bancaire. Du fait de la pluralité, on va dire, ou le choix, l'étendue des formules. Ouais. Et vous avez la possibilité, effectivement, de passer d'une formule à une autre. Même si la banque est perdante? La banque ne sera jamais perdante. Non, mais ça, évidemment, mais disons que même si, a priori, les remboursements sont moindres, même si, a priori, la formule joue plutôt à l'avantage de celui qui contracte le prêt? Oui, ça ne lui pose pas de problème, mais le fait de passer d'une formule à une autre sera considéré par la banque comme si vous remboursiez le crédit. Donc, un remboursement anticipé. Si la formule que vous aviez contractée était soumise à des pénalités de remboursement anticipé, vous devrez payer des pénalités de remboursement anticipé et ensuite passer sur une autre formule. Donc il faut faire le calcul entre c'est pas toujours évident que ce soit rentable quoi pour l'acquéreur. Enfin, absolument. Il faut faire un calcul, mais sur un long terme et non pas sur aujourd'hui. Il est fort probable qu'effectivement, après un calcul, vous disiez aujourd'hui ça ne vaut pas la peine, mais sur du long terme, il faut vraiment s'en assurer. Parfois, ça vaut la peine. Quand bien même vous allez payer un peu plus, vous allez payer des pénalités aujourd'hui, il est fort probable que sur un long terme, ce soit plus intéressant. Alors, il y a souvent des gens qui contractent des crédits pour acheter un bien immobilier et puis ensuite, ils ont besoin de faire des travaux. Okay, et donc, ils ont besoin d'un autre crédit. Dans ce cas-là, le crédit qui est contracté est un crédit à la consommation, généralement. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire entrer ce crédit à la consommation dans le cadre de la mashkenta, donc du prêt hypothécaire, du prêt immobilier, et de façon à ce que les taux soient beaucoup plus intéressants, forcément? C'est très important ce que vous dites pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut expliquer le crédit le moins cher parmi tous les crédits qui existent, c'est le crédit immobilier. Donc, votre remarque est tout à fait juste et on va expliquer comment également, éventuellement, on pourrait y répondre favorablement. La banque en Israël va vous autoriser un pourcentage de financement entre 50% pour les résidents étrangers et 75% pour les Israéliens primo-accédants. Donc, ils vont faire la première acquisition en Israël.
Si toutefois vous êtes emprunteur, primo-accédant, et vous allez contracter que 60%, alors que la banque vous autorise qu'à 75%. Alors effectivement, vous avez la possibilité de vous contenter de 60% de crédit immobilier, de prendre l'intégralité, c'est-à-dire les 75%, et de payer avec ces 75% le vendeur, et de conserver l'apport personnel dont vous avez prévu dès le départ de donner au vendeur, d'accorder au vendeur, vous le conservez pour vous, qu'il soit redirigé vers les travaux. Alors, on va recommencer parce que je pense que tout le monde n'a pas suivi. Ok. Vous êtes un pro, nous moins. Alors, donc, on comprend bien que pour accéder à un prêt immobilier, on vous demande un apport personnel de moins 25%, c'est ça? Absolument. Donc, un apport personnel de 25%, reste 75% à financer. Alors, quand on a juste, l'apport, donc c'est 25%, on n'a pas d'autre argent et qu'on a des travaux à financer. Donc, vous nous dites que dans ces 75%, on peut faire les deux. Oui, parce que C'est un montage, en fait. Non, c'est-à-dire que les 75%, si vous devez vous contenter, sur les 75%, vous me dites, écoutez, Arnaud, Que vous on n'a devez pas besoin- financer. on ouais. n'a pas besoin de 75% au final. J'ai à ma disposition 40% d'apport personnel. Je n'ai pas besoin de ces 75%. Je me contenterai que de 60% de financement. Donc, je dis, OK, très bien, vous avez les 40%. Avec ces 40%, vous allez prendre une partie, vous allez prendre 15% de ces 40% d'apport personnel et vous allez les conserver pour les travaux. Mhm. Moi, les 45%, les 65%, au lieu de vous contenter de 60%, je vais tenter d'y arriver. Au lieu de vous contenter de 60% de financement, nous allons prendre 75% de financement. Donc, nous allons prendre le maximum de financement. Pour financer vos travaux à moindre coût. Voilà. Maintenant, j'ai bien compris. Mais si vous avez un client, malheureusement, qui n'a pas d'apport personnel, ces 40% d'apport personnel, qui a ric-rac ces 25% d'apport personnel. Vous avez différents moyens. D'abord, vous avez le système également des cartes de crédit. Les cartes de crédit peuvent vous mettre à disposition un financement en l'espace de 24-48 heures, l'équivalent de 60 à 100 000 shekels. Tout dépend des cartes de crédit, tout dépend des compagnies. 60 à 100 000 shekels. 100 000 shekels. Tout Mhm. dépend des compagnies de cartes de crédit. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est sympa, ça. Et c'est le plus simple. Donc, à vous tourner auprès de la compagnie de cartes de crédit que vous avez, vous les contactez et ils vous diront absolument jusqu'à combien vous avez le droit. Juste pour les travaux. Juste pour les travaux. Mhm. La deuxième possibilité, effectivement, c'est de se tourner vers la banque et de demander un crédit commercial. Donc, effectivement, la banque a la possibilité, en fonction de vos avoirs, de vous mettre à disposition le financement. Si toutefois vous avez des épargnes, de l'argent qui est bloqué, vous avez une voiture, vous pouvez éventuellement hypothéquer ou autre, la banque vous demandera des garanties. Si toutefois vous avez un autre appartement qui est peu hypothéqué, il est tout à fait probable également et possible d'hypothéquer une partie de cet appartement de manière à vous mettre à disposition le financement demandé. D'accord. Bon, alors on aura compris que les nuances entre les deux systèmes sont nombreuses, qu'il y a des tas de possibilités. Vous nous en avez évoqué 8, au moins 8. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait, forcément, se renseigner, aller voir, parce que la banque ne va pas tout nous dire. Donc avoir un conseil extérieur, parfois, ça peut aider à éviter de faire des bêtises, surtout sur le long terme, parce qu'on n'a pas toujours 20 ans, on ne sera pas toujours en plein emploi. Il faut penser aussi... lorsqu'on contracte un crédit pour 30 ans, aux 10 dernières années du crédit, c'est souvent les plus difficiles. Donc, c'est important. Merci d'être venu, Arnaud. Merci, Cathy. Et c'était passionnant, comme toujours. À bientôt et on espère vous revoir pour une autre émission. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.